Bonjour et bienvenue à toutes et à toutes à cette quatrième exploration de cinq du parcours sur le mentorat inclusif propulsé par l'accélérateur mentoral de Mentorat Québec. Permettez-moi de nous présenter. Nous sommes Jennifer Petrella et Joël Nawesh-Caritage moi-même et nous serons vos co-animateurs pour l'heure que nous allons passer ensemble en mode lunch and learn par rapport au parcours inclusif sur le mentorat. Aujourd'hui, on va explorer une thématique fort intéressante qui, comme depuis le mois de janvier, nous vous présentons une exploration tous les mois, et ce jusqu'au mois de mai qui arrive très bientôt. Alors, c'est l'avant-dernière de la série de cinq. Alors, accourez de lancer les liens à vos amis, autant de la sphère professionnelle que personnelle, puisque le mentorat est un vaste communicant qui touche autant la sphère personnelle que professionnelle. Alors aujourd'hui, la thématique sera fort intéressante et va comme suit. Le mentorat au féminin, comment se positionner en tant que mentor ou mentoreux. Et on vous rappelle que la séance est enregistrée, que l'enregistrement sera disponible sur le site de Mentorat Québec, sur la page de l'accélérateur mentoral. Alors, nous vous invitons bien sûr à devenir membre pour avoir accès à une quantité phénoménale de contenu sur le mentorat, ainsi qu'au contenu balado qui est aussi disponible. Alors, pour celles et ceux qui sont nouveaux, nouvelles dans notre parcours sur le mentorat inclusif, la nomenclature va comme suit. Alors, nous allons avoir une brève mise en contexte et puis une présentation de nos panélistes. Par la suite, 30 minutes d'entrevue avec nos panélistes et 15 minutes de questions de vous, chers auditoires. Alors, nous allons vous inviter à utiliser la fonction chat. Déjà, mettez vos questions là-dedans et puis on va pouvoir y revenir un peu plus tard. Et puis, par la suite, résumé, dernier commentaire des panélistes et de vous, chers auditeurs. Et c'est ce qui conclura la quatrième exploration. Mais ce n'est pas encore la dernière. Il y en restera une au mois de mai qui aura lieu le 11 mai, qui parlera du mentorat, comment implanter un programme de mentorat inclusif. Alors, pour la mise en contexte, je passe maintenant la parole à ma collègue Jennifer Petrella. Jennifer. Bonjour, merci beaucoup Joël, merci beaucoup tout le monde d'être là. Donc, je m'appelle Jennifer Petrella et je suis experte en mentorat à Mentorat Québec, plus précisément à l'accélérateur mentoral de Mentorat Québec. Qu'est-ce que c'est que l'accélérateur mentoral? C'est un programme que nous avons lancé en 2019 avec le soutien financier du secrétariat de la condition féminine du gouvernement du Québec. L'idée, c'est vraiment de promouvoir le mentorat comme moyen d'attirer et retenir les talents dans des milieux à prédominance masculine. Comment est-ce qu'on y arrive? Donc, premièrement, avec cette série d'explorations dont vous faites tous partie aujourd'hui. Ensuite, on commence dans quelques semaines un parcours d'accompagnement où nous allons accompagner une cohorte d'entreprises pour l'implantation d'un programme mentorat inclusif dans leur sein. Nous allons débuter à l'automne ou à l'été une communauté virtuelle de femmes qui pratiquent le mentorat en pair. Nous écrivons des articles, nous résumons les meilleures pratiques. Nous participerons aussi au mois de Mentorat Québec en janvier de chaque année. Tout cela pour encourager le mentorat féminin et le mentorat des personnes de groupes marginalisés dans des milieux à prédominance masculine. Et c'est un petit peu un des sujets dont nous allons discuter aujourd'hui. Donc, comme l'a dit Joël, le sujet large de la discussion, c'est comment se positionner en tant que mentor ou mentoreur d'une femme dans un secteur à prédominance masculine. Donc, c'est clair que le mentorat, les recherches le prouvent, présente des grands avantages pour des femmes dans ce genre de milieu-là. Mais quels sont les mécanismes qui font en sorte que les femmes vraiment peuvent prendre le mentorat comme véhicule de progression dans leur milieu? Et puis, quelles sont les meilleures pratiques d'un mentor ou d'une mentor d'une femme dans ces instances? Est-ce que ce sont les mêmes qu'un mentor de quelqu'un d'autre? Pourquoi? Quels en sont les bénéfices pour les personnes, eux, qui mentorent les femmes? Est-ce que c'est simplement du bénévolat ou est-ce qu'il y a des retombées aussi pour eux ou pour elles? Comment savoir si on est qualifié pour mentorer une femme? C'est une question que beaucoup de monde se pose. Et finalement, quelles sont les meilleures pratiques pour mentorer une personne qui est en situation de minorité, que ce soit une femme ou une autre personne? Joël. Et qui de mieux pour répondre à ces questions que nos trois mentors chevronnés? Alors, nous avons le plaisir d'avoir tout d'abord galanterie oblige. Alors, Madame Louise Champoux-Payet, qui est ancienne présidente du conseil et chef de la direction du Bureau des services financiers du Québec et lauréate du prix gouverneur général du Canada pour son engagement féminin. Alors, Madame Champoux-Payet est dédiée au rayonnement des femmes évoluant dans des hautes instances des domaines à prédominance masculine depuis plus d'une trentaine d'années. Des plus impliquées, Madame Champoux-Payet sait à quel point le mentorat
peut être bénéfique dans l'évolution, la rétention et l'épanouissement des femmes, tant en entreprise qu'en société. Madame Champoupaillé, merci d'être avec nous ce midi. Avec plaisir. Super. Et en second lieu, nous avons M. Claudio Gardonio, qui possède plus de 25 ans d'expérience en rémunération et en gestion des ressources humaines, autant comme consultant que comme cadre supérieur. Il est entre autres expert en équité salariale et conseiller est un conseiller de confiance auprès des membres de conseil d'administration et de direction. En plus d'être membre de la Fondation Santé urbaine et du conseil des diplômé de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, M. Gardonio fournit volontairement une aide personnelle à des personnes moins expérimentées à titre de mentor et partage avec ceux-ci et celles-ci son vécu et son expertise. M. Gardonio, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Alors, et en troisième lieu, nous avons M. Michel Lamontagne, qui a présidé le conseil d'administration de la RAMQ. Tout le monde a une carte soleil, anciennement connue comme la carte soleil. Et en plus d'avoir été responsable de la gouvernance au conseil consultatif de la régie administrative de l'autorité des marchés financiers et siège actuellement au conseil d'administration du CHUM. Par ailleurs, il préside le conseil et est membre de plusieurs OBNL ainsi que des organismes de charité. Les enjeux de la diversité et d'équité à plusieurs niveaux organisationnels ont toujours été pour lui centre de ses préoccupations. Pour M. Lamontagne, cette expérience n'a pas réellement de valeur que si elle est partagée comme il le fait en tant que mentor, autant chez Biosuccès, Dobson Lagacé, ainsi que chez Gouvernance au féminin. Monsieur Lamontagne, merci d'être avec nous par ce beau midi aussi. Merci. Super. Alors, on va débuter la période de questions avec vous, très chers panélistes, et la règle est d'or. Alors, galanterie oblige encore une fois. Madame Champoupaillé, nous allons commencer avec vous. Alors, Madame Champoupaillé, votre engagement pour la progression de la place des femmes est reconnu au niveau national ainsi qu'au sein de plusieurs associations, en plus d'avoir été mentor de femmes qui vous ont approché de manière un peu plus personnelle. Dans notre exploration du mois dernier, en mars, nous avons par ailleurs pu discuter avec une de vos mentorées qui vous avait approché à travers les réseaux LinkedIn, Madame Sandrine Foucha. Alors, votre notoriété à titre de mentor est appréciée par moult organisations ainsi que moult individus grâce à votre parcours personnel en tant que femme ayant progressé dans le monde des affaires à une époque où les obstacles chez les femmes étaient encore plus importants que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Pourtant, les obstacles sont toujours d'actualité. Madame Champoupaillé, s'il y avait une ou deux choses à retenir sur l'évolution du milieu professionnel québécois à l'endroit des femmes par rapport à la place qu'elles occupent, qu'est-ce qu'on pourrait retenir? Qu'est-ce qui serait davantage probant ou frappant? Alors, merci de cette belle introduction et je vais surtout parler de mon début dans le domaine du mentorat. Vous disiez 30 ans, c'est quasi 40 ans. Alors, et à ce moment-là, la représentation des femmes était presque nulle dans les postes de direction. Moi, je travaillais surtout au niveau des conseils d'administration et en 88, cette représentation, du moins dans les entreprises québécoises, était très faible, c'était 5 alors qu'aujourd'hui, on parle d'environ, tout dépendant si on parle des grosses entreprises ou des moyennes entreprises, mais c'est environ 25 Donc, il y a eu une évolution, mais je ne vous cacherai pas que lorsque j'ai débuté mon engagement, je pensais que ce serait beaucoup plus important que ça. Mais dans les postes de direction au sein de nos organisations, là, la présence est encore à développer, c'est très faible. Et j'ajouterais que dans les entreprises membres du TSX, encore aujourd'hui, il n'y a pas de femmes qui sont PDG. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire. Et ce qui est à retenir dans le mentorat, c'est si au départ, disons, mon engagement était vraiment au niveau des conseils d'administration, aujourd'hui, c'est au niveau des femmes gestionnaires. Et ce que j'essaie de leur donner comme mon expérience, d'une part, c'est comment avoir confiance en soi, mais surtout, comment décoder la culture organisationnelle d'une entreprise. Parce que
on vit, c'est un monde politique. Quand on est rendu au niveau de gestionnaire, il faut connaître les entrailles d'une organisation et c'est ce que je fais le plus avec mes mentorés, c'est du décodage de la situation politique au sein d'une organisation. Madame Champou-Payet, donnez-nous un exemple. Les entrailles, ça peut dire beaucoup de choses. Disons, on sait facilement qui donne les promotions au sein d'une organisation, mais on va en parler tantôt, mais ce qui est important de savoir, c'est sur quelle base se font ces promotions et comment nous, en tant que femmes et en tant aussi des biais et des stéréotypes qui existent au sein de l'organisation, comment manœuvrer pour faire reconnaître notre compétence et notre valeur ajoutée. C'est ça que je fais dans mon mentorat. C'est très intéressant. Donc, dans votre expérience, les leviers vont différer d'une entreprise à une autre. Les leviers vont différer d'une entreprise à une autre et c'est important de faire cette lecture-là et d'échanger avec notre mentoré. C'est la clé du succès. Donc, si je comprends votre meilleure pratique, si on veut, il y a comme deux éléments. Il y a l'écoute vraiment pour investiguer, comprendre le milieu, puis après, il y a votre expérience parce que vous allez pouvoir reconnaître. Oui, mais il faut aussi beaucoup de, comment je dirais, d'échanges francs avec la mentorée parce qu'on doit parler de ses forces, mais on doit parler de ses faiblesses. Donc, il faut avoir à la base un échange authentique entre mentor et mentoré. Oui. Et puis, est-ce que le milieu, lui, si vous me permettez, est-ce que le milieu est davantage réceptif comparativement à vos débuts, à aujourd'hui, par rapport à cette volonté-là d'évolution des femmes, ou est-ce qu'il y a encore un travail à faire par rapport au milieu en tant que tel, l'environnement, le macrocosme en lui-même? Je dirais qu'il a changé beaucoup. Au départ, c'était de la curiosité quand je faisais du mentorat, pas pour moi, mais quand j'avais à parler du travail que je faisais ou à promouvoir des mentorés, il y avait davantage de curiosité. Hein? Une femme, est-ce qu'elle a toutes les compétences voulues? Aujourd'hui, j'entends beaucoup moins. Est-ce qu'elle a toutes les compétences voulues? Je pense que ça devient de plus en plus un acquis. Mais ce dont je vous parle, le sens politique, on me pose souvent la question, est-ce qu'elle va savoir manœuvrer dans les hautes sphères? Et ça, pour moi, c'est pour ça que je me concentre sur ce volet dans mon mentorat. OK. Moins les compétences et plutôt le manœuvrement ou l'influence. Oui, l'influence. Quelle influence on peut avoir dans l'organisation? Quel impact cette personne-là peut avoir? Intéressant. Vous, Michel Lamontagne, vous raisonnez un petit peu peut-être avec certains éléments que nous a amené Mme Champou-Payet. Est-ce que vous voyez, est-ce que votre rôle de mentor mise sur les mêmes forces? Je pense que oui. Je pense que Louise a bien exprimé les principes. Pour moi, quand on est en relation mentorale, c'est qu'on est axé d'abord sur tenir compte des besoins des mentorés, bien sûr. Il faut tenir compte des circonstances exceptionnelles. Et je dirais que le moyen, autant à l'intérieur pour un poste de direction que sur un conseil, c'est qu'il y a toujours un profil à un moment donné qui est rédigé. Alors, s'il y a un document qu'il faut essayer d'influencer en Louise, c'est soit au niveau du conseil ou au niveau de la direction, c'est quel est le profil qui est recherché, s'assurer que ce profil tienne bien compte des objectifs de diversité et d'égalité dans le recrutement. Et ça se fait en trouvant des alliés, en parlant, il y a différentes façons d'influencer, on pourrait y revenir. C'est très intéressant, M. Lamontagne. Vous le prenez d'une autre façon. Vous le prenez du point de vue de l'employeur, si on veut. Ouais. Hein? Et si vous le regardez du point de vue du mentor, est-ce que vous vous trouvez dans la même situation, si on veut? Est-ce qu'on fait appel à vous pour la même expertise qu'avec Mme Champou-Payet, c'est-à-dire moins développer les compétences et plus développer le savoir-être politique? Je pense que oui. En fait, c'est un mélange des deux. Hein? Mais c'est d'amener le ou la mentorée, ça peut être un homme ou une femme, à identifier lui-même ou elle-même les alliés pour arriver à ça.
dans l'organisation, soit sur un conseil d'administration, soit à l'intérieur de la direction. Donc, le rôle de mentor, c'est de donner des pistes, c'est d'amener le ou la mentorée à trouver la solution lui-même ou elle-même. Sinon, on tombe plus dans le coaching. Oui, ou bien le sponsorship, hein, de Ouais. promouvoir. Exact. C'est toutes des choses que j'ai pratiquées avec Louise sur les conseils. Hein, Louise? Oui! Excellent. Super. Et puis, M. Lamontagne, vous aviez mentionné aussi dans nos discussions en préambule à la préparation de ce webinaire qu'il y avait une faiblesse qu'on associe souvent au mentorat, c'est l'idée que le mentorat fait évoluer la personne, l'individu, sans pour autant faire progresser le milieu, l'environnement. Est-ce que si, par exemple, si on n'accueille pas bien une femme dans le milieu, ou un groupe sous-représenté quelconque, ben, le mentor peut aider la personne à composer avec les aléas sans pour autant avoir une influence ou une incidence sur l'environnement extérieur. Est-ce que selon vous, c'est une limite qui est avérée ou est-ce qu'au contraire, c'est dans le rôle, dans l'expertise que joue le mentor par rapport à la sensibilisation au niveau de l'organisation? Est-ce qu'il y a un rôle que le mentor est appelé à jouer en termes de sensibilisation? Si on parle du Boys Club ou quoi que ce soit, un terme qui revient quand même assez souvent, est-ce que c'est aussi à la prise en charge du mentor d'avoir à sensibiliser ses homologues masculins par rapport aux réalités en lien que ce soit la gouvernance, mais le fait d'avoir cette proximité-là, l'influence dont le mentor dispose pour en faire bénéficier sa mentorée? Oui, tout à fait, Joël. C'est des contraintes qui sont bien documentées, hein. Les résistances. C'est pour ça que les forces qu'il faut combattre généralement, quand on veut amener la mentorée ou le mentoré à combattre dans une organisation ou à la promotion de l'idée du profil, par exemple en études, il faut évidemment se trouver des alliés. Donc, c'est du réseautage, c'est de trouver autour de la table, autour de soi, des gens qui sont prêts et je pense que les forces qu'on combat généralement dans ça, c'est rare. J'ai rarement rencontré de la mauvaise foi, en tout cas dans mon expérience personnelle, mais de l'inertie, de la négligence, puis de ne pas vouloir sortir de sa zone de confort comme organisation ou comme direction, ça oui. Et donc, je pense que tout l'objectif est d'amener la personne qu'on mentore à trouver des moyens d'influencer ces choses-là elle-même et de dire très bien, moi, je veux non seulement participer, mais je veux changer le milieu dans lequel je travaille. Oui, et puis parfois, donc Madame Champoupaillé a parlé tantôt de gestionnaires, de femmes à un haut niveau, mais vous êtes sûrement parfois amené à mentorer des personnes au middle management qui n'ont pas peut-être cette même influence. Est-ce que donc c'est clair qu'on veut toujours non pas simplement améliorer notre propre parcours, mais améliorer le parcours des autres autour de nous. Est-ce que le mentor ou la mentor a aussi ce rôle? Ou est-ce que son rôle est purement un rôle privé auprès de la personne mentorée? Je dirais que le rôle du mentor, c'est d'amener le mentoré ou la mentorée à quelque chose. Moi, je triche toujours un peu. On dit souvent que le mentoré, c'est du savoir-être, puis le coaching, c'est du savoir-faire. Moi, je trouve que j'aime bien la règle du 80-20. C'est rare qu'on fait du mentorat sans vouloir donner quand même un petit peu de coaching. Donc, je dirais que pour répondre à votre question, Jennifer, c'est d'amener le ou la mentorée à prendre conscience qu'il ou elle peut changer des choses. C'est la volonté de le faire, la capacité de le faire. Et généralement, dans une organisation, si on parle de poste de direction, il y a aussi des plans de succession. Donc, il faut savoir se positionner. C'est toutes des choses auxquelles vous êtes familier un peu. Comment on se positionne par rapport au plan de succession. Et donc, la meilleure façon de le faire, Louise, on en a déjà parlé, il faut l'exprimer, il faut le faire savoir. Et il faut pouvoir identifier la vitesse à laquelle on veut progresser, puis de voir quelles sont les opportunités dans l'entreprise. Puis il faut faire l'arrimage des deux. Et puis, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une certaine adéquation? On parle souvent aussi de lead by example. Alors, c'est une chose que le mentor ou la mentor vienne aider la mentorée à changer les choses dans son milieu, mais est-ce que les bottines doivent suivre les babines du propre mentor en lui-même qui, lui, doit aussi avoir une incidence dans son propre milieu? Probablement, oui. Ça, c'est la deuxième question justement que vous posiez. Oui, parce que sur les conseils sur lesquels je suis, bien, il y a des Louis Champoupaillé, il y a toute une série d'autres personnes qui sont sur le conseil. Et donc, il faut souvent s'allier, il faut trouver autour de la table du conseil des gens qui sont plus sensibles à ça. Ça se fait au niveau des comités de gouvernance pour les conseils. Dans des organisations, bien, c'est un comité de direction ou des comités d'employés ou autres. Il s'agit de trouver des alliés et de verbaliser puis de vouloir exprimer, parce que souvent, il y a
il n'y a pas nécessairement de résistance au changement. Il n'y a simplement pas la demande qui est faite de faire le changement. Donc, il faut équiper les mentorés pour dire, vous n'avez pas de raison de ne pas le faire. Faites-le à votre rythme. Vous avez les capacités pour le faire et les aider à réfléchir sur elle ou il, comment ils voudraient le faire, tout simplement. Parfait, super. Alors, Monsieur Gardonio, maintenant, je vais m'adresser à vous. OK. Vous nous aviez mentionné aussi lors de nos entretiens en amont qu'en 2021, vous avez fait votre première expérience en tant que mentor auprès d'une femme, tout comme vos collègues à titre de bénévole chez Gouvernance au féminin. Et puis, bien que c'est loin d'être votre premier rodéo, disons, en tant que mentor, mais c'est la première fois que vous agissiez à titre de mentor auprès d'une femme. Alors, depuis quelques décennies, vous êtes mentoré par la même personne aussi. Et puis, dans votre expertise en équité salariale, j'aimerais donc savoir, c'est quoi qui vous a motivé à prendre ces devants-là et de faire ce changement-là qui est de mentorer une femme? Et puis, en quoi est-ce que le mentorat s'arrime aux mesures d'équité salariale pour lesquelles vous combattez depuis plusieurs années déjà et de permettre aux femmes de progresser? Merci beaucoup, Joël. Lorsque tu as dit que j'avais 25 ans, je me suis gardé une gêne. C'est quand même comme un peu plus que 25 ans d'expérience en ressources humaines. Donc, pour moi, c'était logique que mon parcours en ressources humaines m'amène à faire du mentoring. J'ai toujours adoré être mentoré par mon mentor, qui est encore aujourd'hui 16 ans après sa retraite. Donc, pour moi, le rôle de mentor, comme Michel mentionnait tantôt, ce n'est pas dire quoi faire. Même si on la règle de Pareto 80-20 nous pousse un peu à le faire, mais on dit non. On veut juste notre parcours de vie, tant professionnel que personnel, peut influencer la personne à prendre une décision. Puis je regroupe aussi qu'est-ce que Louise a dit tantôt. Lorsqu'on fait face à des obstacles, il ne faut pas s'arrêter à ça. Le mentor va te donner des trucs pour contourner cet obstacle-là. Pourquoi? Bien, parce qu'on l'a vécu. T'sais. Puis, notre rôle, nous, ce n'est pas de prendre la main de la personne. Que ce soit homme ou femme. J'ai été mentor, puis je suis encore beaucoup mentor pour les hommes. Mais comme vous savez, 35 ans, je dirais, facilement en ressources humaines. Les gens féminines et sont dans les ressources humaines. Donc, j'ai toujours côtoyé les femmes, je les connais. Ma femme me dit tout le temps, tu connais plus que moi, là. Et puis, mais j'ai toujours travaillé toute ma vie avec de l'agence féminine. Et pour moi, c'était très logique. Et lorsque Louise m'avait parlé de la gouvernance au féminin, j'ai accepté haut la main de me joindre à eux. Et pourquoi, M. Gardonio, le Québec a des lois sur l'équité salariale. Alors, pourquoi c'est important de mentorer, dans le fond? Bien, c'est parce que moi, je m'occupe de s'assurer qu'il y a une conformité, qu'il n'y a pas d'écart. Vous savez qu'il y a des écarts encore et que ça doit cesser, les écarts entre la rémunération des femmes et des hommes. Mais l'équité salariale, c'est tout simplement jeter un regard dans les entreprises pour s'assurer qu'il n'y en ait pas d'écart. Je vous dirais que l'équité salariale, depuis 20 ans, a fait des pas de géant. Il reste encore du travail à faire. Puis pour moi, c'est important que pour un poste similaire de prédominance masculine, soit l'équivalence, vice-versa, de la prédominance féminine. Je ne comprends pas quelqu'un qui viendrait me dire qu'il y a un écart entre un poste si la valeur du poste est la même. Donc, pour moi, l'équité salariale, c'est une suite logique dans mon domaine à moi pour m'assurer que, justement, on respecte la femme et son rôle grandissant dans le monde des affaires, autant dans tous les secteurs et financiers. Et puis, pourquoi c'est pas assez, je veux dire, l'équité salariale? On a des lois, on a ce regard que vous venez de mentionner, mais vous trouvez important de faire le mentorat en plus. Pourquoi? Premièrement, l'équité salariale au Québec ne touche pas les cadres supérieurs. Et Louise, tu as mentionné tantôt que, justement, des TSX, là, il n'y a pas de femmes en tête. Et ça manque. Ça manque beaucoup. Donc, c'est un travail de pipeline que vous faites en mentorat.
Ouais. Hein? Ah ouais, j'aime le terme pipeline. Mais pas dans l'Ouest, OK? Il ne faut pas parler de pipeline dans l'Ouest. Oui, là. c'est Pas ça. le temps. Mais oui, effectivement, j'essaie de jumeler ça le plus possible dans le mentorat, aider les femmes à l'avancement. Mon expérience pour revenir à ma première affaire, c'est que j'ai eu une belle expérience avec cette jeune femme qui cherchait à atteindre un niveau de poste. Elle l'a eu. Et j'étais tellement content lorsqu'elle m'a dit, j'ai été promu, j'ai le poste que je cherchais depuis un an avec toi, Claudio, puis je t'en remercie. Ben, pour moi, c'était la tape dans le dos. Ce n'était pas mon objectif d'être mentor pour le plaisir de mentor. Je voulais aider cette personne à l'être. Je le suis de toute façon très souvent avec mes collègues de travail, autant gens féminines que masculines. Pour mon objectif, moi, c'est d'aider. Et c'est ça le mentor. Pour moi, le mentor a un rôle, c'est d'aider, une bonne écoute, mais avoir aussi du GBS, comme on dit, du gros bon sens, de l'intelligence émotionnelle pour aider justement à percevoir ces obstacles et aider le mentoré à les éviter. Et puis, dans le côté d'aider, vous-même, vous nous avez mentionné aussi que vous êtes aidé par votre collègue Nathalie, en ce qui a trait, vous vous appuyez beaucoup sur elle pour avoir des conseils par rapport à votre mentorat auprès des femmes. Et puis, même si ça fait déjà 25 ans que vous êtes aussi mentoré par le même mentor, tel que mentionné précédemment, pourquoi est-ce que vous considérez que d'avoir à consulter votre homologue féminin est utile dans votre rôle de mentor auprès d'une femme? Bien, premièrement, elle est une ancienne de la gouvernance au féminin, donc ça l'aide beaucoup à cerner le sujet, admettons, mais aussi, je ne veux pas faire de faux pas. Donc, je fais attention à ce qu'on dit aujourd'hui. Regardez mon âge, là. On ne dit pas la même chose que ce qu'on disait il y a 30 ans. Donc, elle m'éclaire beaucoup sur des façons de faire, des façons de dire, des façons d'approcher des choses. Puis elle a une bonne écoute et je l'adore. C'est ma collègue depuis un an, là. Puis écoutez, c'est formidable. Je pense que je parle plus à elle qu'à ma conjointe. Et dans le bon sens du mot, évidemment, là, vous me comprenez. Premièrement, la mienne est en Floride, une autre chose. Mais aussi, c'est qu'elle elle peut nous orienter. Elle connaît les trucs de la gouvernance au féminin. J'adore ça, discuter avec elle de l'avancement des femmes dans le monde des affaires. Puis, c'est quoi ces trucs qu'elle a vécu? Puis, qu'est-ce qu'elle me conseillerait pour tel cas? Parce que je vous le dis, je suis mentor. C'était une mentorée officielle, mais je suis mentor pour plusieurs. N'ayez crainte, là. Donc, c'est intéressant ce que vous venez de nous dire, M. Gardonio. Quand on fait la formation des mentors, on leur encourage à faire de l'apprentissage en continu, hein? Parce que chacun, on a des points noirs. Hein? oui. Ouais. Donc, là, vous venez de nous donner un exemple vivant. Vous nous avez soulevé quelque chose quand nous nous sommes entretenus au mois de janvier qui m'a fascinée. Vous avez dit que selon votre expérience en ressources humaines depuis 25-40 ans, la couleur... 25-40 ans. Bon, OK, là, la C'est fourchette, une belle c'est comme fourchette. agrandi. La fourchette. Parfois, si on veut être plus jeune, c'est 25. Si on veut miser sur l'expérience, c'est 40 ans. Alors, c'est ça. Selon vous, comme l'a dit Mme Champoupoyer, le milieu a évolué et la couleur est de moins en moins un obstacle dans les emplois. Il y a une pénurie d'emplois, tout ça. Par contre, vous nous avez soulevé un autre champ de discrimination que j'ignorais, c'était la prononciation de la langue française. Oui. Et puis, ça m'a beaucoup surpris. Et voyez-vous, une semaine après qu'on s'est entretenu, on a eu une exploration avec une experte de médiation interculturelle, Jessica Lubino, qui nous a nommé la même chose. Alors, j'aimerais beaucoup savoir si c'est aussi l'expérience de M. Lamontagne, Mme Champoupoyer. Est-ce que la prononciation est un facteur est un obstacle dans les milieux, pour l'équité dans les milieux québécois? Alors, je peux y aller. Pour moi, je n'ai jamais été confronté à de telles interrogations.
de la part de mes mentorés, mais également des organisations. Pourtant, je dirais, 40% de mes mentorés proviennent d'autres ethnies et d'autres ethnies pas nécessairement de souche québécoise. Donc, il y a un accent là, qui est différent de l'accent québécois, mais je n'ai jamais, moi, dans mon cas, été confronté à ça. Je suis plus souvent confronté à la curiosité. Quand je parle de mes mentorés, c'est est-ce que ces personnes vont pouvoir rapidement s'intégrer dans notre milieu? Est-ce qu'elles ont elles ont des valeurs qui sont complémentaires, compatibles? Mais la langue, moi, je n'ai jamais vécu ça. Intéressant. Et vous, M. Lamontagne? Un peu la même expérience que Louise. Je n'ai jamais été confronté, en fait, consciemment, mais j'aime bien le point de Claudio quand même. C'est peut-être parce que je ne gratte pas assez comme membre de conseil. Il faut peut-être aller plus loin et dire, bien, très bien, si quelqu'un, justement, ne pourrait-on pas recruter quelqu'un qui a de la difficulté peut-être à s'exprimer? Je reviens à mon profil, que ce soit pour un poste de direction sur un conseil. Il s'agit simplement que ça soit spécifique et clair, ce qu'on cherche dans ça. Et si jamais, c'est rare qu'on trouve un ou une candidate, hein, Claudio, qui rentre directement dans la case profil à 100%. Donc, on doit souvent fournir des programmes de formation complémentaires et autres choses. Alors, si jamais il y avait un problème de langue, si jamais je dirais, bien, adressons-y séparément. Non. Pourquoi? Parce que c'est l'alignement des compétences avec le profil qu'on cherche avant tout dans l'intérêt de l'organisation. Mais je n'ai pas rencontré spécifiquement Claudio, mais ça va me rendre plus vigilant à l'avenir. C'est pour ça qu'on a des experts de provenance différente autour de cette table. Hein? Mais moi, je fais du recrutement en plus de ressources humaines puis de rémunération. Et c'est dans le cadre de recrutement qu'on me spécifie le profil. Ouais. Et là, la couleur, oublie ça, c'est pas important. Mais que le message soit clair par mon candidat, c'est clé pour certains clients. Parce qu'ils ont des rôles, des responsabilités importantes qu'on cherche à combler. Et il faut que le message soit concis de leur part. Donc, si la personne a de la misère à s'exprimer, bien, peut-être que les subordonnés, si on peut appeler ça des subordonnés ou des collègues de travail, vont mal l'interpréter ou la mal interpréter. C'est tout simplement ça que je voulais dire par la prononciation qui est important. Mais Michel, tu as soulevé un très bon point. Quel est le profil qu'on cherche? Ouais. C'est là que le profil est important. Le profil est important. Et nous, aujourd'hui, on discute du mentorat. Donc, je vous lance un défi comme ça. Je ne veux pas vous mettre sur la sellette, mais si vous aviez, dans une relation mentorale avec votre mentoré, tout d'un coup, elle vous vient, elle vous dit, écoute, parfois on soulève mon accent ou parfois on dit, on fait semblant qu'on ne me comprend pas très bien alors que j'ai l'accent français je ne sais pas moi, du Sénégal, je parle très bien le français. Quelles seraient quelques pistes que vous pourriez amener à votre mentoré dans ce genre de situation? Ben, je présume que si je rencontrais un peu d'impatience, peut-être, de la part de mes collègues, vis-à-vis un candidat qui aurait été choisi, Claudio, et ben, moi, mon arme ultime, c'est toujours un peu d'humour. Il vient un moment donné où, évidemment, qu'on peut en faire un cas de protection on peut aller devant les instances réglementaires. Mais l'idée, c'est qu'avec un bon sens de l'humour, on peut amener les gens à changer tranquillement vis-à-vis ça. Il y a aussi une posture qu'on peut prendre qui est différente aussi. Mais sincèrement, ça n'a jamais été un gros enjeu. Claudio, il y a pas mal plus de monde, il y a pas mal plus de Québécois de souche que je ne comprends pas que de gens qui proviennent de la diversité sur des conseils. Donc, il y a un langage, on ne reviendra peut-être pas là-dessus aujourd'hui, mais il y a un langage autour d'une table de conseil. Souvent, les cours de gouvernance nous permettent de parler le même langage. Oui. Ça, c'est plus important peut-être que la langue elle-même. Bon point. Des fois, lorsqu'on me parle du bas du fleuve, puis tout, moi-même, j'ai de la misère.
Mais la langue française étant elle-même très difficile, Molière, la preuve, là, c'est assez difficile. Mais l'important, c'est que la personne soit à l'aise à dire, je vais répéter parce que vous semblez ne pas m'avoir bien compris. Puis ça prend de l'audace pour dire, écoutez, là, je vois les yeux, là, puis je pense que vous n'avez pas bien compris ce que je voulais dire. Prendre le temps de répéter, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Puis tu sors gagnant de ça, là. De prendre la peine, de demander, est-ce que vous avez bien compris? Et si vous avez bien compris, ça va. Mais si le body language, là, excusez mon anglicisme, mais le langage corporel, ça peut dire, OK, je vais répéter qu'est-ce que je viens de dire, juste m'assurer qu'on a bien compris. Donc, j'entends l'audace, l'affirmation de soi, j'entends l'humour. Madame Champoux-Payet, avez-vous une troisième? Non, mais ce que je voulais ajouter, c'est d'autant plus important d'avoir cette audace, puis cette confiance en soi, de demander aux autres, est-ce que je suis bien compris, que deux des caractéristiques ou des éléments qui sont les plus recherchés, moi, c'est le leadership et c'est la capacité de faire des changements, de mobiliser des gens. Donc, si on n'a pas disons, cette communication facile avec nos collègues, c'est effectivement, ça peut amener une problématique. Mais moi, c'est l'humilité. On parle d'audace, mais pour, disons, je travaille de temps à autre dans la langue de Shakespeare et je fais preuve d'humilité. L'important pour moi, c'est de communiquer ce que je pense, de dire ce que je crois est important à dire pour faire avancer les choses. Donc, il faut avoir cette belle humilité de demander cette question-là et aussi de tenter par d'autres moyens de se rapprocher de celles et ceux avec lesquels on a à collaborer. Bon point. Super. Et puis, est-ce que c'est dans le rôle du mentorat, c'est d'avoir à outiller le mentoré, la mentorée par rapport à ces soft skills-là, c'est ce savoir-être, ce savoir-être, ce savoir-dire, ce savoir-faire. Et puis aussi, j'entends aussi l'autre côté de la médaille, c'est de faire en sorte que ceux à qui on s'adresse, ben, disons, les récepteurs soient aussi aptes à comprendre et puis qu'eux aussi ne soient pas durs de comprenure en quelque sorte. Alors, d'avoir cette ouverture-là par rapport au fait que la personne peut s'exprimer avec un accent ou quoi que ce soit, mais que l'essentiel, l'important, ça a été dit. Peut-être que nous aussi, on doit ouvrir nos oreilles et puis d'être inclusif par rapport aux diversités langagières ou de prononciation en tant que telle, et que le travail est à faire aussi dans les deux versants de la même médaille. Oui. Oui. Et communiquer, au fond, notre besoin d'être sur la même longueur d'onde, puis de partager la même vision, puis les mêmes valeurs. C'est ça qui est important. Tout à fait, je suis d'accord avec ça, d'autant plus que ça m'amène à penser qu'il faut aussi mettre la phase sur comprendre son auditoire, que ce soit à l'intérieur d'une entreprise ou sur un conseil d'administration. Donc, ce fameux réseautage, trouver des alliés, oui, mais comprendre aussi quels sont les angles des autres et de les amener tranquillement à faire du changement. Donc, ça demande, de la part d'un mentoré ou d'une mentorée, la capacité de trouver des alliés puis de les convaincre. Je pense que Louise parlait de convaincre. Et convaincre, ça ne se fait pas en criant lapin, c'est un art plus qu'une science. Et pour le faire, il faut bâtir des relations interpersonnelles. Et j'ajouterais que ma mentorée est anglophone. Donc, moi, j'ai été à l'école française, même si j'ai travaillé à Toronto, mais je la faisais répéter pour être sûr de comprendre qu'est-ce qu'elle me demandait ou elle pensait faire, pour être sûr qu'elle comprenne elle-même qu'est-ce qu'elle venait de me dire, là.
Et puis, je pense que c'est un duo qu'il faut faire avec le mentoré puis le mentor. C'est totalement un duo, un teamwork pour s'assurer qu'on se comprenne, puis aussi, un influence l'autre aussi, là. On s'entend, là. Moi, j'ai appris avec ma mentorée. J'ai appris des choses. Puis je vais continuer à apprendre des choses. Et parce que ce n'est pas juste d'un sens seulement. Je partage mes connaissances, mais j'en apprends aussi de l'autre sens. C'est ça qui Absolument, est c'est la un peu beauté. un tango. C'est un peu un tango. Alors, on veut les deux Oui, mais arriver à un... moins romantique, là. Exact. Non, mais dans l'idée où est-ce qu'il faut être capable de suivre le pas de l'autre et de faire en sorte qu'on veut se rendre à la même destination, mais sans avoir à se piler sur les pieds, et ça va autant pour un que pour l'autre. Tout à fait. Et On puis, on peut se piler ses pieds, mais il faut le faire avec un sourire. En tant faisant que ça du reste dans la tango. courbe d'apprentissage. C'est ça. Parfait. Et puis, on aimerait terminer la période de questions sur l'optique un terme qui est revenu déjà à quelques reprises dès le début du webinaire, les alliés. Alors, le rôle d'allié. Et en janvier, Mentorat Québec a justement diffusé une entrevue qui avait été menée de main de maître par Jennifer Petrella, justement, avec Brad Johnson, le co-auteur du livre Athena Rising, How and Why Men Should Mentor Women, et dans lequel M. Johnson souligne la responsabilité de ceux qui détiennent l'avantage, en l'occurrence les homologues masculins dans les milieux à prédominance masculine, à convaincre leurs homologues masculins, ceux qui leur ressemblent, à être davantage inclusifs et prendre de mesures réelles et proactives pour redistribuer les privilèges. Alors, c'est le rôle d'allié, si on veut, en quelque sorte. Et alors, la question qui irait comme suit, quel est le potentiel d'un allié et quelles sont les limites de ce rôle par rapport au mentor-mentoré? Madame Champagne, commencez. Ouais. La question a été lancée aux trois. Oui, mais elle voulait répondre, Joël, je l'ai vu. Parfait. Ben, pour moi, il y a différents types d'alliés qu'on peut avoir dans une carrière. Il y a des alliés qui vont promouvoir notre candidature, qui vont parler de nos compétences. C'est des alliés qui sont souvent des sponsors. Je dis souvent, moi, quand j'ai débuté ma carrière dans les années de gestionnaire, là, dans les années 80, parce que j'ai débuté avant, mais dans les années 80 pour la carrière de gestionnaire. Tu étais toute jeune. Non, mais c'est parce que la dernière fois que j'ai dit ça, mon mari m'a dit « Tu t'es rajeuni. » J'ai dit « Non, je vais le dire. » On aime ce type de mari. C'est que dans les années 80, il n'y avait pas de... Le mentorat, ça n'existait pas. C'était vraiment quelque chose... C'était une relation de faire avancer quelqu'un et c'était dans la culture des organisations d'avoir des processus qui font en sorte qu'on identifie des gens dès le début de leur carrière ou vers 30 ans, 40 ans, on les pousse pour qu'ils atteignent des postes de haute direction. Et ça, c'est ce qu'on appelle des alliés là, proactifs que je dirais. Puis on en a tous besoin dans une carrière. Mais il y a aussi des alliés de cœur, des alliés qui vont nous accompagner dans notre carrière pour nous faire avancer, mais nous faire avancer en tant que personne, en tant que ça peut être dans notre vie personnelle, ça peut être dans notre vie familiale, puis ça peut être notre tout, qui nous sommes dans notre entièreté. Et pour moi, ça, ce sont les alliés les plus précieux. Mais savez-vous, quand je les ai découverts, c'est à partir des années 2000, parce que là, ça avait changé. Ça avait, le mentorat prenait sa place, le mentorat d'accompagnement, le mentorat de générosité, de partage. Et ça, pour moi, c'est la plus belle des relations qui peut exister. Puis ça, c'est l'allié que j'appelle l'allié de cœur. Alors, l'allié de cœur, l'allié de passion pour réaliser ses rêves. Alors, pour moi, c'est les distinctions que je fais entre les deux.
mais il faut avoir les deux si on veut avancer. Que dire de plus? Peut-être rajouter un petit mot, peut-être un petit mot. Dans mon cas, j'ai réalisé la valeur du mentorat quand ça a commencé à s'appeler mentorat formellement, parce que ça ne fait pas quand même des décennies qu'on utilise le terme ou qu'on l'organise comme c'est le cas depuis quelques années. Mais j'ai réalisé que j'avais des mentors depuis très longtemps. On les appelait différemment. J'avais des alliés, on les appelait différemment. Et je me suis aperçu aussi que généralement, la relation que je bâtissais avec ces personnes, hommes ou femmes, c'est peut-être de déterminer un peu à l'avance le cadre. J'avais des attentes, eux ont des attentes, donc de le cadrer et de garder contact avec ces gens-là. Et ça m'a toujours servi. Je pense que tout le monde a des mentors. Des fois, on s'aperçoit qu'on ne les appelle pas comme ça, mais on a des parents, on a des amis, on a un oncle, quelque chose dans le genre. Ce qu'on fait, nous, c'est plus formel, c'est encadré et c'est en vue d'une promotion à l'intérieur d'une organisation ou d'accéder à un conseil d'administration. N'est-ce pas, Louise? Il faut les chérir, ces mentors-là. Puis il faut chérir cette relation-là. Pour moi, c'est une relation qui, moi, dans bien des cas, peut durer plus qu'1 an, plus que le mandat. Ouais. Et c'est quelque chose, c'est des alliés qui nous suivent, qui peuvent nous suivre toute une carrière. Faut pas, pour moi, il faut aussi considérer ça que c'est pas un partenaire, mais c'est une personne qui se donne pour nous aider. Oui. Il faut évoluer aussi. Oui, allez-y, M. Gardiner. Il faut évoluer parce que moi j'ai été buddy. On appelait Michel, je ne sais pas si le terme que tu utilisais, mais on utilisait buddy. Les camps d'été? Non, c'était en affaires. Vraiment ah, OK. Je suis devenu un buddy de quelqu'un. Mais quelqu'un-là, ils m'ont mentoré aujourd'hui. Puis on parle de la fin des années 90. Là. Il est encore mon mentoré. On a évolué. Le rôle du mentor, puis j'ai aimé Jennifer quand elle dit tantôt, lorsque il faut évoluer, il faut apprendre, puis c'est continuel, le mouvement mentoré. Puis le mentorat, c'est plus officiel qu'avant, puis c'est très plaisant d'entendre le mot mentorat, parce qu'avant, on ne savait pas, t'es quoi, tu étais mentoré ou tu es ainsi, puis ça. Tu n'es pas un menteur, mais tu es un mentor. Mais là, le terme mentorat est sorti de sa cachette, et puis je trouve que c'est super bon, mais on évolue. Et puis, Michel t'a mentionné tantôt le plan de succession et tout, mais ça en fait partie, d'aider la personne à évoluer, puis à grandir, puis notre rôle, c'est ça, notre rôle. Oui, c'est ça votre rôle. Et puis aussi, en tant que personnes qui sont au Québec depuis longtemps, on a, je trouve, un rôle additionnel. Donc, M. Lamontagne, vous l'avez soulevé, vous avez dit, nous avons tous des mentors, des parents, des oncles, des personnes qu'on connaît. Sauf que le mois dernier, on a eu une exploration avec une mentorée, en l'occurrence, une des mentorées de Mme Champou-Payet, qui venait elle venait de l'étranger. Je ne me souviens plus du pays. Du Sénégal. Oui, elle est sénégalaise. Et puis, avec une Québécoise. Puis, Mme Champou-Payet vraiment, il y avait un trou. Il y avait vraiment un trou dans son réseau à cette femme-là qui est ingénieure en informatique, extrêmement intelligente, extrêmement douée, compétente, mais elle n'avait pas ce type d'allié. Elle avait les alliés de cœur, mais pas ce type d'allié stratégique. Donc, je pense qu'une conscience de ces manques dans les personnes autour de nous, c'est important de le garder à l'esprit. C'est le rôle du mentor. J'ajouterais même le rôle aussi de l'allié, de s'identifier, de savoir quel type d'allié la personne est elle-même aussi. De savoir que moi, je suis plus un allié de réseau, un allié de cœur ou quoi que ce soit, et de ne pas avoir à prétendre avoir quelconque chapeau qu'on n'aurait pas. Je pense que le travail est à faire aussi des deux côtés, autant la personne qui cherche un allié spécifique et la personne mentor, de savoir que moi, je suis tel type d'allié, je peux ouvrir mon réseau pour que tu puisses avoir un allié qui pourrait manquer, disons, à ton pipeline, en quelque sorte, pour revenir avec le petit jeu de mots. C'est ça. Et puis, je pense que c'est là, un petit peu là, la prochaine frontière du mentorat. Donc, on dit oui qu'on nous demande, puis on encourage ceux dans notre entourage de dire oui, mais parfois, il faut aller au-devant. Il faut dire, est-ce que je pourrais vous être utile en tant que mentor?
Peut-être, Jennifer, si je peux faire un point, ça me fait penser à un terme, Louise, qu'on voit dans le milieu hospitalier, le continuum de soins. Moi, je dirais que le mentorat fait partie d'un continuum. Quelqu'un au départ, commence sa carrière, elle a sûrement des gens avec qui elle est en interaction, etc. Il vient à un moment donné où peut-être un mentor peut lui être utile pour identifier les blocages et prendre confiance en elle, n'est-ce pas, Louise, et après ça, agir. Puis après ça, on peut passer en mode, dans le continuum, on peut passer après ça en mode coaching. Peut-être qu'à ce moment-là, du coaching est plus indiqué pour la personne. Oups, ça l'aboutit finalement au poste qu'elle voulait ou encore sur un conseil comme elle le désirait. Bien, c'est le début seulement de la trajectoire. C'est le début de la trajectoire parce que souvent, on a besoin d'être conseillé sur comment agir une fois qu'on est dans le poste. Alors, je vois ça aussi comme un continuum. Donc, on peut avoir du mentorat à plusieurs étapes. Et je dirais en terminant que c'est rare, j'ai fini une relation mentorale sans essayer de convaincre la mentorée ou le mentoré de devenir lui-même ou elle-même un mentor. Tu as des capacités, l'expérience que tu viens de vivre, tu peux la partager avec quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'avoir 20, 30 ou 40 ans d'expérience. Tu peux quand même contribuer dans la mesure de tes capacités. Donner au suivant. Exact. Oui. Nous avons une question de Yvon Chouinard, qui est notre collègue à Mentorat Québec. Il voudrait savoir, est-ce que le rôle du mentor diffère un petit peu selon le secteur, notamment auprès des femmes qui veulent démarrer des entreprises? Est-ce que dans ce genre de situation, le mentor doit aller plus loin que le mentor traditionnel, si on veut? Je ne sais pas si vous avez réfléchi à cette circonstance particulière. Je me souviens qu'il y avait comme une étude au niveau fédéral qui a montré que 88% des femmes entrepreneurs mentorées réussissaient, contre 50% des femmes entrepreneurs qui n'avaient pas de mentor. Donc, on voit que c'est important. Maintenant, est-ce que le mentor, dans ce genre de situation, est-ce que le mentor, par exemple, M. Lamontagne, dans le monde de la santé, va avoir de fonctions différentes que celui dans le monde financier, exemple? Je pense que oui, parce que dans le domaine à la fois académique et santé, c'est souvent des chercheurs. Ils veulent commercialiser, ils veulent se partir en affaires. Et il faut les convaincre. Ils ont deux choix, où ils peuvent continuer à écrire et avoir des CV avec 10 pages par année de plus de publications, puis ils vont vivre heureux jusqu'à la fin de leur jour comme professeurs, ou encore ils vont vouloir faire le saut on the dark side du côté entrepreneurial. Et là, ben, c'est de l'amener à identifier des outils qui existent pour ça. Il y a plein d'outils, il y a plein de supports. Donc, comme mentor avec InVivo, avec BioSuccès, c'est essentiellement ce qu'on fait. On part de quelqu'un qui a l'intention, mais ne sait pas trop comment, n'a pas pris vraiment la décision, mais comme c'est très important, une certaine priorité à commercialiser ou je ne dirais pas commercialiser, à partager les réussites d'une institution avec d'autres institutions ou dans le privé aussi. Donc, pour répondre à votre question, Jennifer, c'est comme ça que je le vis. Je dois dire que je n'ai pas eu beaucoup de femmes comme dans InVivo, ça a surtout été des hommes, mais je dirais que mon approche serait la même avec l'un ou l'autre. À partir du moment où on a une très grande compétence académique, c'est tous des PhD ou des gens qui ont, c'est des amenés à faire le saut. Dans ce cas-là. Maintenant, dans l'entrepreneuriat d'affaires pures, avant de laisser Louise parler, c'est un peu la même décision à prendre. Il faut faire le saut. Il faut s'équiper, il faut être capable de s'organiser personnellement pour avoir le temps et de dire très bien, est-ce que je me concentre sur un enjeu et si oui, comment? Louise, je te vois hocher de la tête. Oui, moi, disons, j'ai quelques femmes entrepreneurs, mais entrepreneurs, là, c'est presque de l'incubation. Elles sont au départ de leur entreprise. Et disons, mon rôle, est-ce qu'il est différent? Il y a deux éléments. Disons, il y a d'une part la confiance, parce que parfois on perd dans une initiative entrepreneuriale. Il y a des difficultés qu'on rencontre et sont plus fréquentes que d'autres choses. Donc, il faut maintenir ce haut niveau de confiance dans son idée, au fond. Mais ce qu'il faut aussi, c'est share the sounding board. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des présentations pour obtenir du financement auprès d'investisseurs ou pour obtenir des subventions,
je vais questionner, je vais la présentation, dire est-ce que tu as pensé à avoir des indicateurs, tel type d'indicateur, est-ce que tu as mis en évidence la rentabilité, what's in it pour me, l'investisseur, tout ça. Alors, je vais beaucoup questionner les présentations, ce qui est différent d'un mentorat qui est sur le plan carrière. Mais c'est beau et il faut avoir beaucoup de curiosité, là, de pousser, de faire émerger le mieux possible cette idée-là pour qu'elle aille chercher son financement. Alors, c'est ce que je fais avec certains avec lesquels je travaille. Claudio? Je peux me permettre, mais le mentor, on dit tout le temps une personne versus une autre personne, mais il y a le comité aviseur qui peut aider un entrepreneur qui, ce n'est pas un conseil d'administration, mais ils en ont vu d'autres. Ils donnent du temps de bénévolat, comme un mentor peut donner, et justement, pour aller chercher des subventions, pour aller chercher un financement, bien, le comité aviseur peut vraiment contribuer à cet entrepreneur ou cet entrepreneur-là pour fonder sa compagnie. Puis ça a des trucs. Et puis, moi, des fois, je n'ai pas honte de dire, je ne le sais pas, mais je vais aller chercher. Ouais, comme Louise, tu viens de dire, on va aller chercher l'information. Puis on va essayer de te trouver quelqu'un qui peut être mieux que moi dans ce domaine, parce que je ne connais pas nécessairement ce domaine-là, mais je veux l'écouter parce que je vais apprendre. Mais un comité aviseur, on peut instituer 2, 3, 4 personnes, puis ils peuvent te seconder dans l'avenir. Ça, moi, j'appelle ça du mentorat à une plus grosse échelle. C'est un bon point, hein, M. Lamontagne, et c'est le même point que M. Gardonio a amené tantôt avec sa collègue Nathalie. On voit, M. Gardonio, que vous ne vous bornez pas à votre propre expertise. Vous voulez vraiment ouvrir le monde à votre entourage, oui. Exact. C'est l'art de poser des questions, n'est-ce pas, Claudio? C'est ça le rôle d'un mentor, c'est de savoir poser des questions. Oui, puis pas donner des réponses trop facilement. Non, moi, j'ai toujours dit, la vie est trop courte pour arrêter d'apprendre. Je n'ai pas l'intention, puis je vais sûrement apprendre proche de 6 pieds sous terre. Oui, OK. Oui, c'est un thème qu'on revoit dans cette conversation qui tire rapidement à sa fin. Puis l'autre thème qui est revenu souvent, c'est le thème d'alliés. Donc, hommes alliés, comme l'a soulevé Joël, mais aussi, vous avez dit tous les trois, Michel, M. Lamontagne, Mme Champoupaillé, particulièrement, de chercher des alliés dans les CIA. Exact. Hein? On ne parle pas du tout de trouver un champ, une solution. On parle, vous avez le premier élément que vous avez mentionné, c'est de premièrement repérer les alliés. Alors, c'est... Tout à fait, Jennifer, parce que sur un comité de direction, si c'est ça qu'on cherche, ou sur un conseil d'administration, si c'est ce qu'on cherche, de toute façon, on ne peut rien faire seul. Il faut être capable de trouver des alliés pour certains sujets, certaines choses, et c'est un art qui se développe sur place, comme on dit, en présent. Michel, si je peux me permettre, des alliés, mais aussi des influenceurs. Oui. Parce qu'un allié, oui, mais si ça t'amène à nulle part, c'est un allié. Mais un influenceur, ça peut vraiment contribuer à ton avenir aussi. Tout à fait. Excellent point. Et puis maintenant, nous sommes rendus au moment des influenceurs. Donc, nous allons mettre un sondage sur l'écran et nous voulons que les participants nous influencent en disant comment est-ce qu'ils ont trouvé cette discussion et s'ils aimeraient ça le revoir à l'automne. Et en attendant qu'on voit un petit peu les réponses, j'aimerais ça tout de suite vous remercier, nos trois panélistes extraordinaires, Louise Champoupaillé, Claudio Gardonio, Michel Lamontagne. Nous vous sommes extrêmement reconnaissantes pour cette discussion très vivace, très intéressante qui aurait pu continuer longtemps. Merci beaucoup. Merci aussi au secrétariat de la condition féminine qui est notre bailleur de fonds pour cette entreprise ici qu'on a fait aujourd'hui. Nous allons envoyer aux participants, je tiens à le mentionner, un outil de synthèse qui va récupérer un petit peu des points principaux. Mais sachez, comme Joël l'a dit, que cette discussion est enregistrée et sera disponible sur notre espace web. Nous allons en faire un balado. Vous pouvez l'écouter et le passer à vos collègues.
en répondant au sondage de satisfaction qui va accompagner l'outil, vous courez la chance de gagner un prix, c'est-à-dire une demi-heure de discussion avec Joël et avec moi-même des enjeux qui ont été discutés aujourd'hui ou d'autres enjeux. Donc, faites-nous le service de répondre. Et puis sinon, je vous encourage bien sûr à faire partie de notre dernière exploration le 11 mars, comment implanter un programme de mentorat inclusif dans l'entreprise ou dans l'association. C'est tout pour moi. 11 mars? 11 mars? Excuse-moi, 11 mai. On va Parfait. pas plus vite dans le temps. Merci. La COVID nous ramène. En effet. Ben, merci. C'était un grand plaisir de participer avec vous tous. Merci Jennifer, merci Joël, merci Claudio et Plaisir surtout, partagé. merci Louise. Merci. Et si revoir. on a besoin, vous êtes là pour pouvoir aider, mais le mentorat, c'est tellement un bel outil de rapprochement. Et ça aussi, ça doit être dit. Ouais. Se rapprocher les êtres humains dans ce qu'ils ont de vrai, leurs valeurs, puis leurs ambitions. Absolument. Des belles paroles de sagesse, surtout par le temps qui court. Le mot de la fin, Louise. Remettre l'humanité en plein centre des choses. Ouais. Bien dit. Très beau. Très beau. Merci à tout le monde. Merci à toutes et à tous d'avoir été de la partie ce midi. Alors, c'était encore une fois Jennifer Petrella et moi-même, Joël Nawash-Caritage et nos 3 panélistes de feu et chevronnés. On vous dit à la prochaine exploration et bon printemps à tout le monde. Au revoir. Plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup.